Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Nous allons parler du théorème ergodique. Il serait plus correct de parler de théorie ergodique ou d'hypothèse ergodique, dans la mesure où ce n'est pas totalement démontré, et on a plutôt un ensemble de théorèmes ergodiques au pluriel, qui couvre une très très large classe de cas. Alors, on travaille avec ce qu'on appelle l'espace de phase, l'espace des phases. Alors l'espace des phases, c'est un espace abstrait où les axes de coordonnées sont les différents paramètres qui permettent d'écrire l'état microscopique. Par exemple, pour notre gaz, avec les 6 fois grand N paramètres. Dans ce cas-là, ça donne un espace avec un très 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 grand nombre de dimensions, bien sûr, beaucoup d'axes de coordonnées, c'est pas un espace à 3 dimensions, c'est un espace abstrait, et un point dans cet espace représente un état précis du système. Et l'évolution du système, de son état, est une trajectoire bien précise dans cet espace. Il y a eu de nombreux théorèmes qui ont été réalisés sur les propriétés de l'espace des phases et qui ont été réalisés par Liouville, Poincaré, Birkhoff, von Neumann. Donc tous les de grands physiciens, de grands théoriciens ou mathématiciens se sont penchés sur ce problème et ont trouvé des théorèmes qui recouvrent maintenant à peu près tous les cas. Il reste peut-être quelques cas pathologiques ou quelques cas rares, mal compris, ou un écart pourrait peut-être exister, mais sans réellement remettre en cause les résultats. Par exemple, le théorème de Poincaré, souvent appelé premier théorème ergodique, dit que pour un système comme notre gaz à grande N particules, un système soumis à l'influence des conditions sensitives des conditions initiales, une trajectoire donnée passe et repasse une infinité de fois aussi près que l'on veut d'un point quelconque, d'un état quelconque. Donc si on prend un état, on prend un voisinage, un certain voisinage de cet état, aussi petit qu'on veut, et bien la trajectoire va passer par cette zone une infinité de fois. Et ça montre bien que la trajectoire est particulièrement tarabiscotée, avec des résultats plutôt imprévisibles. En utilisant ce théorème et d'autres théorèmes, on peut démontrer alors que les différents états microscopiques qui peuvent être atteints, donc avec les lois de conservation, on avait dit le nombre de particules, l'énergie totale, l'ensemble des états ainsi cernés sont tous équiprobables. C'est le résultat des théorèmes ergodiques. Il y a encore des recherches là-dessus, et même des progrès très récents, et on peut dire qu'il ne reste plus grand-chose à trouver, même si les quelques points qui restent sont épineux et chatouillent les mathématiciens qui aimeraient bien avoir un résultat complet. Ça fait appel à des mathématiques particulièrement pointues. Notons que le théorème de Poincaré implique que toute trajectoire revient à son état initial. Rappelons-nous nos particules de gaz qui sont à gauche, puis qui se dispersent. Ça implique qu'à un moment donné, toutes les particules vont revenir à gauche. Forcément avec le hasard. Mais le temps que cela prend est appelé temps de récurrence de Poincaré, il peut être calculé, et il est énorme. Énorme. Pour quelques milliers de particules, seulement quelques milliers, ce temps de récurrence est bien supérieur à l'âge de tout l'univers. Donc, aucune chance de voir les particules revenir, d'autant plus qu'il n'y en a pas quelques milliers. Il y en a des milliers, de milliards. Donc, le temps de récurrence est colossal. C'est le meilleur mot qu'on peut employer, colossal. Plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ceci dit sur ce théorème, voyons maintenant une expérience de pensée qui est célèbre, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une expérience de pensée dite du démon de Maxwell, qui a été imaginé par Maxwell, le monsieur de l'électromagnétisme, qui a aussi beaucoup travaillé à la théorie cinétique des gaz.
il y a la physique statistique. Donc, imaginons la situation suivante. Nous avons notre cavité, et cette fois-ci, nous mettons donc bien une paroi entre les deux, la partie gauche, la partie droite. On va supposer qu'initialement, tout est à la même température, densité, tout est uniforme, bien réparti dans les deux compartiments. Et on a une petite ouverture avec une porte. Et près de cette porte, on a un petit démon. Et ce petit démon, il va observer les molécules. Et il va décider s'il laisse la molécule passer en ouvrant et en fermant la porte. S'il voit une molécule rapide arriver de droite, il va la laisser passer vers la gauche. S'il voit une particule lente venir de gauche, il va la laisser passer pour aller à droite. Et il laisse la porte fermée dans l'inverse. Une particule rapide à gauche, il ne la laisse pas passer, il laisse la porte fermée. Et ainsi, au bout d'un certain temps, on va se retrouver à gauche avec beaucoup plus de particules rapides et à droite, beaucoup plus de particules lentes. Et techniquement, ça correspond au fait que la température à gauche devient supérieure à la température à droite. Et cela paraît étonnant parce que cette porte peut être très petite, très légère, n'impliquait quasiment aucune énergie pour être ouverte ou fermée, et donc on peut, sans fournir de travail, arriver à inverser le flux de chaleur. Donc le flux de chaleur ne va plus du chaud vers le froid, mais là il peut aller du froid, de la partie qui se refroidit, la partie qui se réchauffe, et donc du froid vers le chaud. Et donc, content de faire ça, ce démon, puisqu'il inverse un processus irréversible, il va jusqu'à inverser la flèche du temps. Ça paraît donc étonnant. On l'a appelé paradoxe du démon de Maxwell. Alors pourquoi? Où est l'erreur dans ce raisonnement? Peut-être qu'un petit démon comme ça est impossible. Après tout, c'est une expérience de pensée, il y a un démon. Démon qui? Où aller trouver un démon? Mais en fait, non, ce n'est pas le problème. Parce que, au moins en principe, c'est possible. Et on peut imaginer des dispositifs microscopiques, plus ou moins tarabiscotés, plus ou moins astucieux, qui permettent de faire cette ouverture. Par exemple, avec un système de roue à cliquet, microscopique, composé de quelques atomes, qui va être heurté, et en fonction de la vitesse des atomes, va laisser passer ou pas les particules. Donc on a déjà imaginé des dispositifs comme ça, même si on ne les a pas réalisés. C'est techniquement très difficile à fabriquer des structures mécaniques à l'échelle de quelques atomes. Donc le problème n'est pas là. En fait, la solution, elle est dans le second principe. Et c'est pour bien montrer que c'est pas facile de raisonner avec ce genre de système. Et d'ailleurs, le démon de Maxwell a couvert des milliers de pages de littérature et de discussions, notamment dans des forums. Parce que c'est toujours sur des problèmes simples, mais où il y a un aspect un peu délicat, c'est là qu'il y a le plus de discussions. La solution, c'est toujours notre second principe. Celui-ci dit que c'est l'entropie totale dont il faut tenir compte. Et l'entropie totale, c'est le gaz, mais c'est aussi le démon, ou le système mécanique qui en fait office. Il faut tenir compte de cette partie du système. Alors, que fait le démon? Il observe les molécules et il prend des décisions. Et donc, il acquiert de l'information sur l'état des molécules qu'il stocke dans sa mémoire interne. De fait, il va devoir effacer l'information qui s'y trouve, ou si cette mémoire est limitée, il peut même devoir l'effacer au fur et à mesure pour stocker les nouvelles informations sur les nouvelles molécules. Et quand on fait le décompte des états internes du démon, pour déterminer son entropie, cette mémoire intervient. C'est des 0 et des 1, c'est des états qui peuvent avoir différentes valeurs, et donc différents états possibles. Et on montre qu'il existe une équivalence entre l'entropie et cette information stockée, l'information qu'on dit au sens de Shannon. Shannon, qui a établi une théorie d'information pour tout ce qui est communication. Et il savait que cette information théorique est liée à l'entropie.
d'une certaine manière, je ne l'écrirai pas ici. Ou plutôt, c'est facile, hein. Vous vous rappelez le WJ, le nombre d'états. WJ peut s'écrire en binaire. Eh bien, le nombre de bits d'informations qu'il faut pour stocker, c'est le nombre d'états, c'est l'information en question. Et on peut ainsi montrer que une information que l'on efface, ça augmente le nombre d'états possibles, ça augmente l'entropie. Et en fait, avec les relations thermodynamiques, on démontre aussi que cela coûte une certaine énergie. Et donc le démon, il va s'échauffer. Et il va voir son entropie augmenter. Et cela compense la baisse d'entropie du gaz qui se transforme en un gaz chaud et froid. Il n'y a donc plus de paradoxe. Avec les différents dispositifs qui ont été imaginés, on peut au mieux analyser plus techniquement l'information, parce qu'un démon, on ne connaît pas le détail de tous ces boyaux, mais un dispositif précis, on peut le décortiquer. Par exemple, j'ai parlé de la roue à cliquet, une roue qui ne tourne que dans un seul sens, et qui donc peut très bien laisser passer des molécules qui ont donnent un choc suffisamment fort pour faire tourner la roue dans le bon sens. Par exemple, des molécules rapides capables de faire tourner la roue, mais pas une lente, et la particule peut passer grâce à la roue à cliquet. Sous les chocs, ce n'est pas oublier que c'est une roue qui n'est composée que de quelques atomes. Et donc, sous des chocs, si elle était composée de milliards d'atomes, un choc d'une molécule ne ferait même pas frémir la roue. Il faut qu'elle soit légère, très légère, quelques atomes maximum. Et sous le choc d'une molécule ou d'un atome qui va venir le percuter, ça va être un choc assez violent par rapport à cette roue. Et les atomes vont se mettre à s'agiter, à vibrer. Leur température augmente. C'est notre démon qui chauffe. Et en plus, en vibrant trop fort, le cliquet de la roue va rater. Et la roue ne fait plus fonction. Elle ne marche plus. Très rapidement, la roue atteint une entropie maximale, la roue à cliquet, et n'arrive plus à transférer le gaz de chaud pour échauffer un des compartiments. Et ainsi, tout redevient carré, tout colle à la thermodynamique. Toutes les idées astucieuses, et il y en a eu des tas, des idées inventives, pour essayer de mettre au point un démon, tout ça a été invalidé. Le second principe tient le coup. Et il est impitoyable. Un dernier petit détail, c'est, j'avais donné un exemple d'application pour le verre brisé. Un autre exemple intéressant, c'est le frottement, qui est irréversible. Il ralentit un objet qui s'arrête, mais jamais on ne le voit repartir, tout seul, avec le frottement qu'il pousserait. Le frottement ralentit. Toujours, il freine. En fait, c'est un processus irréversible parce qu'il est composé des irrégularités des surfaces. Les surfaces extrêmement lisses, il ne va pas y avoir de frottement, ça va glisser. Ou des surfaces très bien lubrifiées. Mais des surfaces sèches et rugueuses ont beaucoup de frottement. Par exemple, imaginez une roue qui roule sur du papier de verre. Eh bien, à l'échelle microscopique, ce qui se passe, c'est que les surfaces ne sont pas infiniment lisses, mais ont des bosses, des creux, parfois de seulement quelques atomes d'épaisseur, mais cela suffit. Et les bosses des deux surfaces se heurtent, provoquent des chocs et provoquent un échauffement. Et c'est pour ça que le frottement chauffe les surfaces. Quand on frotte ses mains, ça chauffe. C'est exactement ça. C'est pas plus. Et le travail, qui est l'énergie cinétique du mouvement, est transformé en chaleur, avec une transformation là irréversible, augmentation d'entropie, et d'où le fait que le frottement est irréversible. Et donc, tout revient à ça, tout s'explique avec ça, la physique statistique, et le fait que les systèmes tendent vers les états les plus probables. C'est extraordinaire, mais la flèche du temps, l'irréversibilité, est liée simplement à ça. Et on va pouvoir l'appliquer maintenant à toutes sortes de situations plus exotiques, mais particulièrement intéressantes, qui touchent les différents domaines théoriques que nous avons évoqués. Et dans la prochaine vidéo,
nous allons appliquer ça en passant à la situation des ondes et de l'électromagnétisme. Je vous remercie.